c'est avant, je suis pas encore en train, enfin si, je suis déjà en train. Je veux dire, le titre qui est donné, il est tout à fait chargé de communication, le nucléaire et après. D'ailleurs, je dirais que la manière de le dire pourrait être elle-même chargée de communication. Hein, le nucléaire et après. Le nucléaire et après. Hein, c'est pas la même chose. Je sors un peu du rôle de modérateur. Au début, j'étais dans la table ronde pour dire, on en parlait tout à l'heure avec Bernard, que justement dans cette interprétation, il y a aussi la place qu'occupe le nucléaire dans l'imaginaire collectif actuel, où en dehors des dangers, en dehors de ce qui s'est passé à Tchernobyl, à Fukushima, à Three Mile Island, en dehors de cela, on commence à voir évidemment. En dehors de cela, c'est comme si tout se passe comme si le nucléaire prenait la place en fait de l'incarnation du mal dans une société où le religieux est un être recul. Voilà, et la manière, je disais, c'est à toi, je disais ça tout à l'heure, je sais plus, la manière dont on le voit, dont on dit le nucléaire et après, je disais tout à l'heure que l'intonation elle-même était importante. Hein, et après, ou bien et après. Et moi, sur le nucléaire, je parlais de sa dangerosité. Comme quelqu'un qui est né et qui a grandi dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire un endroit où un homme adulte avait à peu près une chance sur deux de mourir de manière prématurée à cause d'un combustible fossile. Le charbon, j'ai un grand-père qui a fait partie des sauveteurs d'une catastrophe, explosion d'un gazomètre, autre combustible fossile qui a tué des dizaines de personnes. Donc voilà. Oui, il y a des dangers, mais il n'y a pas que là. Et pourquoi justement cette diabolisation, pourquoi ce titre, le nucléaire et après? Voilà, c'est vraiment la question que je me pose et j'ai envie de lancer là-dessus. Tu rebondis, Yann? Vas-y. Volontiers, alors notamment parce que j'ai coordonné une anthologie qui par hasard s'appelle Le nucléaire et après. Alors je l'ai coordonné, c'est pas moi du tout qui ai proposé le thème de cette journée, c'est Jean-Pierre Envron. Et pour la petite histoire, bon bien sûr moi c'est un thème qui m'interpelle fortement. Et quand j'ai lancé cet appel, il m'a dit « Je suis débordé, je ne peux pas écrire de nouvelles originales, mais je veux absolument en être et je vais chercher dans mes nouvelles une qui pourra paraître. » Et donc il a pris une nouvelle qui était parue d'ailleurs dans une anthologie chez Présence du Futur. Et il m'a dit « Voilà, je la retravaille un petit peu et on la publie donc dans cette anthologie Le nucléaire et après. » Alors, moi j'aurais, par rapport à ce que vient de dire Pierre, une position un peu provoquante. Oui, mais c'est bien. Moi je fais. Alors, il y a quelques grands problèmes qui m'inquiètent. Moi, le nucléaire et après, je l'ai publié après une anthologie précédente sur le réchauffement climatique et après. Et le réchauffement climatique, bon, bien sûr, il reste quelques climato-sceptiques, mais je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne le discute trop. Le nucléaire, en revanche, est plus controversé, y compris d'ailleurs par certaines personnes qui présentent les pro-nucléaires, vont présenter le nucléaire comme une solution au réchauffement climatique. Et là, pour moi, et je fais partie de ceux qui, dans un premier temps, se sont dit « oui, pourquoi pas ?» Pourquoi pas? On a besoin d'énergie, on a besoin de sortir de l'énergie fossile, donc pourquoi pas le nucléaire? Et ce qui m'a, moi, donc je suis penché sur la question plus d'un point de vue économique et scientifique, et ce qui m'a complètement convaincu qu'il fallait se passer du nucléaire ou sortir du nucléaire, donc j'annonce ma position clairement, c'est que le nucléaire aujourd'hui, c'est 2% de l'énergie mondiale. Donc, pas grand-chose. Et avec ces 2% de l'énergie mondiale, on a à peu près pour 100 ans de réserve d'uranium. Et c'est pas n'importe qui dit, c'est l'Agence internationale pour l'énergie atomique des Nations Unies. Donc, si on disait le nucléaire va remplacer par exemple le gaz, le pétrole ou le charbon,
on passerait plus de 2% à 20 ou 30 ou 40%, ça veut dire qu'on n'aurait plus moins de 10 ans d'uranium, et après on pourrait fermer toutes les centrales. Donc, quand on fait ce calcul-là, on se dit, ben, finalement, le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir, pourrait au mieux être une énergie de transition de quelques années, et après, il n'y aura plus d'uranium, donc il n'y aura plus de nucléaire, et sauf qu'on aura des déchets radioactifs pour des centaines et de milliers d'années et des millions d'années. Donc, est-ce que pour arriver à, pendant quelques années, avoir un substitut au charbon, 2% de l'énergie mondiale, est-ce qu'il ne vaut pas mieux apprendre à économiser 2% de l'énergie mondiale et se passer du nucléaire, dont aujourd'hui tous les tenants disent qu'on ne saura pas comment démanteler, on ne sait pas comment gérer les déchets pour des périodes qui dépassent la durée de la civilisation humaine. Voilà, donc moi c'est un peu la grande question que je pose et qui fait que je m'interroge fortement sur l'intérêt du nucléaire alors que les risques sont immenses. Voilà. Alors non, mais c'est tout à fait intéressant parce que ton angle d'attaque est différent justement de celui qui repose uniquement sur les risques. Avec en particulier la possibilité de stockage, etc. Et on pourra à ce moment-là s'interroger sur ce que donnerait une fusion contrôlée. Un jour, et je vais passer la parole à Aurélie après, un jour j'ai posé lors d'une interview une question à un élu vert. J'ai dit, supposons qu'aujourd'hui on soit capable de mettre quelque part dans l'espace, c'est loin, une centrale à fusion, et qu'ensuite l'énergie soit transformée en lumière et envoyée sur Terre avec des rayons de lumière cohérents, donc laser, et que là on la retransforme en énergie. Et il m'a dit non, par principe je suis contre. Je lui ai dit mais c'est le soleil. Donc voilà. Isabelle, après il y a un micro. Isabelle, comment justement envisages-tu le nucléaire à la fois actuellement et puis dans le futur? Aurélie, j'ai dit Isabelle. Oui, non, c'est Aurélie, je ne sais pas pourquoi. En fait, moi j'ai surtout travaillé dans mon roman La fille de Tchernobyl sur ce qu'étaient les conséquences aux alentours de la centrale après l'explosion qui a eu lieu donc en 86. Là on est à 30 ans après l'accident et encore aujourd'hui on a beaucoup de mal à faire un vrai bilan chiffré au niveau des maladies, des morts. Tout a été très étouffé par le gouvernement de l'époque. Donc qu'est-ce qu'on peut actuellement constater sur ce qui se passe dans cette zone? On l'appelle la zone interdite. En fait, c'est un périmètre qui fait à peu près une trentaine de kilomètres carrés autour de la centrale et qui est fermé par des barbelés en gros. C'est un endroit donc, que les gens ont évacué, on n'a plus le droit d'y habiter. Il y a certaines personnes qui sont revenues, en fait, surtout parmi les personnes les plus âgées qui disent bah, moi, j'habitais là, c'est ici ma maison, je ne veux pas aller m'entasser dans un petit appartement à Kiev, moi ici j'ai mes champs à perte de vue, je veux retourner chez moi. Donc il y a des gens qui habitent encore dans cette zone interdite en dépit de l'interdiction. Et ce qui est très questionné finalement, c'est aussi les conséquences sur la faune et la flore. C'est-à-dire que la zone interdite est une sorte de laboratoire des conséquences sur les animaux et sur les plantes. Et là encore, les avis sont très partagés. Il y a eu un documentaire qui est assez célèbre, qui s'appelle Tchernobyl, une histoire naturelle, qui a été diffusé notamment sur Arte et qui a fait beaucoup parler de lui parce que certains détracteurs du documentaire trouvent qu'on le présente de façon un peu carte postale, un peu positive. Parce que donc il y a beaucoup d'animaux qui sont revenus vivre dans la zone. Il y a des loups, il y a des cerfs, il y a des chevaux. Enfin moi dans mon roman c'est vrai que je parle beaucoup des chevaux de Przewalski. Ce sont des petits chevaux préhistoriques qui ont été réintroduits dans la zone. Et tout ça est très questionnant. Donc ce que constataient les chercheurs, c'est qu'il y avait
des animaux qui s'en sortaient plus ou moins bien. C'est-à-dire que par exemple les alouettes, elles sont extrêmement victimes de la radioactivité. Les oiseaux, c'est une catastrophe. Même là, 30 ans après, tous les oiseaux qui viennent dans la zone meurent. Ils sont atteints de tumeurs, ils deviennent stériles, les œufs sont d'une taille inférieure à ce qu'ils devraient être. En revanche, sur les rongeurs, par exemple sur les rats, a priori, les conséquences sont moindres. Et sur les chevaux, c'est très étonnant. Eux, ils ont été introduits, c'est une sorte d'expérience qui a été faite, ils ont introduit des animaux qui étaient pas sur la zone. Ils sont passés par des sas pour l'adaptation. Et je crois qu'il y avait 18 ou 19 individus au départ pour les chevaux de Przewalski, et se sont reproduits. Il y a eu plein de jeunes, et la population est montée à une soixantaine de chevaux. Et on s'est dit, mais effectivement, comment ça se fait qu'eux s'adaptent aussi bien à ça? Donc on suppose que c'est aussi lié à leur propriété digestive, c'est-à-dire que l'herbe qu'ils consomment, qui est de l'herbe radioactive, passe plus vite dans le système digestif par rapport aux chevaux domestiques qu'on a chez nous. C'est-à-dire que nos chevaux ne s'adapteraient pas du tout dans la zone et sans doute mourraient. Et le cheval de Przewalski, digérant plus vite l'herbe, lui s'en sort. C'est une des hypothèses scientifiques. Donc voilà, d'un côté, on a cette espèce de carte postale un peu positive finalement, de ces animaux qui viennent réinvestir la zone interdite. Et donc on alerte aussi sur ce côté un peu mirage et de bien avoir en tête les conséquences désastreuses de la radioactivité sur cet environnement. Oui, on peut aussi parler de ce qui se passe dans la zone autour de Fukushima. Il n'est pas question, dans ce que je disais tout à l'heure, de dire qu'il n'y a aucune conséquence, aucun risque. Bernard, toi, comment tu envisages ça, le nucléaire? Comme un accident de l'histoire qui va disparaître ou comme autre chose? Moi, j'avais envie de revenir sur le titre, en fait, ouais. et de prendre comme titre la radioactivité et après. Effectivement, la radioactivité, la toute première remarque, c'est que la chaleur de la Terre, en fait, est d'origine radioactive. Et on vit sous un régime radioactif, même s'il est très... les conséquences de cette radioactivité est profondément enfouie sous nos pieds. On vit quand même dans un minimum, même dans les massifs granitiques, c'est connu, il y a une radioactivité plus importante. Et puis c'est vrai que quand on dit le nucléaire, on pense à une chose, à une technologie. Bernard, d'une certaine manière, le volcanisme et les victimes du volcanisme sont les victimes de la radioactivité. Tout à fait. Les phénomènes de convection du manteau sont liés à cette radioactivité de la Terre qui va durer encore quelques milliards d'années. Et puis, pour pousser le raisonnement, en fait, quand on dit le nucléaire, on pense à la bombe. Donc la bombe, c'est l'uranium 235. On pense au nucléaire civil et c'est aussi de l'uranium 235. C'est le même élément, le même isotope, la même technologie qui est en œuvre dans tous les cas. Et c'est une technologie qui est explosive et quasiment incontrôlable. C'est-à-dire que c'est tous les problèmes qu'ils ont à Flamanville aujourd'hui, c'est que pour essayer de rendre cette technologie sécurisée, on est obligé de multiplier les enceintes de confinement et les prix s'envolent. Donc on voit une facture qui n'en finit plus et Flamanville promet d'être un énorme désastre en fait actuellement. Parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire. Et à côté de ça, alors on parlait d'Arte, mercredi il y a eu un documentaire remarquable sur d'autres éléments, donc ce qu'on appelle les éléments fissibles. Il y a des éléments qui ne déclenchent pas de réaction en chaîne, mais si on les bombarde, ils vont dégager une radioactivité dont on peut se servir pour faire des piles atomiques. Mais alors là, le thorium, c'était les propriétés du thorium, mais il y a d'autres éléments fissibles, en fait, qui sont beaucoup plus abondants dans la nature que l'uranium 235. Et donc certains chercheurs ont passé leur vie dessus, mais sauf qu'à un moment donné, tous les financements sont partis sur l'uranium 235. Donc on a les prémices d'une technologie qui est sécurisée, parce que comme il n'y a pas de réaction en chaîne, en fait, si la température augmente, le matériau se dilate et de ce fait, les réactions atomiques diminuent, en fait.
Donc on a l'espoir de pouvoir développer peut-être une technologie très sécurisée et qui pourrait être très abondante et sur une longue durée. Donc c'est vrai que le débat aujourd'hui il est complètement schizophrénique en fait entre pour et contre, mais autour d'une unique technologie qui est effectivement très dangereuse et difficilement contrôlable. C'est-à-dire que même moi j'habite à Orléans, il y a 3 centrales nucléaires. Un tout petit accident à Saint-Laurent-des-Eaux, Orléans n'existe plus. On en a conscience, c'est à 20 km d'Orléans, donc on est dedans. Et il y a eu des incidents nucléaires graves à Saint-Laurent. Donc c'est vrai que ça serait quand même intéressant de sortir d'une technologie unique pour aller vers d'autres choix. Le charbon n'est pas un choix, par exemple. Je ne suis pas revenu, mais c'est Cache Investigation qui montrait une magnifique centrale au charbon en Australie qui fait des centaines de morts et qui pollue l'atmosphère. Au niveau réchauffement climatique, et bien plus pas possible. Oui, je me suis rendu un jour à Ekaterinbourg, tout en bas de l'Oural, du côté de la Sibérie. Il y a 8 centrales à charbon autour. Non, il y en a 6, pardon. Et il y a 800 tonnes de suie qui sont lâchées dans l'atmosphère tous les jours. Et j'y suis allé en hiver, il y a de la neige. La neige, 12 heures après être tombée, elle est grise. Donc, oui, il y a également ce problème. Mais tout à l'heure, Aurélie, tu as vu cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Tout à l'heure, tu as souligné les conséquences, ce qui se passait, etc. Et là, ce sont des faits. Mais comment, justement, envisages-tu la suite des choses par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici? Est-ce qu'on doit sortir? Est-ce qu'on doit adapter ou sécuriser? Comment on pèse également la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Après, moi, sur la question, franchement, honnêtement, je sais pas. Je vais pas avoir la prétention, là, de donner un avis éclairé, parce que je sais pas, je suis pas assez calée là-dessus. C'est effectivement, je crois qu'on voit qu'il y a des vraies conséquences, des vrais dangers, notamment ce que tu disais avec les accidents qu'il y a eu à Orléans. Dans toutes les centrales en France, on distribue au personnel des pastilles d'iode. C'est aussi parce qu'on pense malheureusement qu'il peut y avoir des fuites et un accident. Donc les responsables politiques sont bien sûr sensibles. Ils peuvent envisager le pire. Donc, il y a cette solution qui a été mise en place. Là, ils ont redistribué les stocks, c'était en décembre, je crois, en 2015. Donc, voilà. Je dirais même que c'était un devoir pour des responsables politiques d'envisager les choses et d'envisager que ça tourne extrêmement mal. Yann, tu as envie d'intervenir? Oui, sur plusieurs points. Bon, à la fois pour moi, c'est un peu la peste et le choléra. C'est-à-dire me demander de choisir entre le réchauffement climatique et le nucléaire. Je dis non, ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est une mauvaise manière de poser les choses. Alors, bon, le réchauffement climatique, je pense que c'est réglé. Pourquoi le nucléaire? Parce que pour moi, le nucléaire, c'est de la plomberie. Donc, dire la plomberie, il n'y aura pas d'accident, et on l'a bien vu avec Tchernobyl, on l'a vu avec Fukushima, on l'avait vu avant avec Smile Islands aux États-Unis, et à la suite de Fukushima, la plupart des experts, même les pro-nucléaires, ont dit on pensait qu'il n'y aurait pas d'accident, maintenant il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois, même si le premier, heureusement, n'a pas. Et maintenant, il faut se préparer à en avoir un tous les 20 ou 30 ans. Voire plus, parce que des pays comme l'Inde et la Chine sont en train de construire à tour de bras des centrales. Ils n'ont en plus pas la culture du risque qu'il y a aux États-Unis ou au Japon. Donc, quand on voit tous les accidents industriels qu'il y a là-bas, on peut s'interroger. D'ailleurs, moi, la nouvelle que j'avais écrite dans le nucléaire et la presse, c'est justement quand la Chine s'éliminera sur un accident nucléaire en Chine. Je ne vais pas spoiler, mais au départ, c'est centré sur la Chine et après, on s'interroge sur l'Europe. Donc,
c'est ça, et on n'a pas de solution. C'est-à-dire que les pastilles d'iode, par exemple, on en parle, mais les pastilles d'iode ne résolvent pas le problème. Les pastilles d'iode, ça va juste saturer la thyroïde pendant quelques heures ou quelques jours, mais ça n'empêche pas les gens d'être empoisonnés par les particules radioactives. C'est juste pour résoudre une toute petite partie des problèmes sur la thyroïde, c'est tout. Mais on ne sera pas moins irrité parce qu'on aura de l'iode. Non, l'iode est présenté parfois comme une pastille miracle, il faut en sortir. Et sur tous les déchets, Bernard parlait de la radioactivité naturelle. Bien sûr, la radioactivité naturelle existe, il y a de l'uranium, puisqu'on le raffine et on va le concentrer. Mais les déchets sont beaucoup plus toxiques, que ce soit les déchets d'uranium, de plutonium, etc. Il y avait dans la centrale de La Hague, après, je crois que même Libération s'était fait condamner, mais ils avaient publié un article en disant un avion de ligne, c'était après le 11 septembre, qui tombe sur une piscine de La Hague à moitié remplie, c'est, je ne sais plus, 50 ou 100 de Tchernobyl. Donc on voit, et d'ailleurs on voit bien depuis ces attentats, la peur qu'il y a qu'il y ait des attentats sur les centrales. Donc on rajoute un risque avec le terrorisme qui existait déjà avec les accidents. Donc, franchement pour ça, et sinon tu as parlé de la fusion, mais je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Parce que la fusion, effectivement, moi je ne serais pas forcément contre, seulement tout le monde va dire la fusion, et c'est des gens qui travaillent sur la fusion actuellement en physique, disent on saura dans un siècle si c'est faisable techniquement, en laboratoire. Donc on saura dans un siècle et demi, dans 2 siècles, si on peut avoir des applications industrielles. Et peut-être qu'il n'y en aura aucune. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la recherche, mais en tout cas on constate qu'il y a des milliards qui sont investis, des milliards d'euros et de dollars sont investis sur la fusion pour une technologie qui ne marchera peut-être jamais, et en tout cas pas avec des applications industrielles avant 2 siècles. Et par rapport à ça, quand on voit la vitesse du réchauffement climatique et qu'on nous dit à l'horizon 2050 ou 2100, il faut plus du tout émettre de CO2, quand on regarde pour arriver à respecter les accords de Paris, donc de décembre 2015, il faut, à la COP21, il faudrait ne plus émettre du tout de CO2, c'est moins qu'avant la révolution industrielle, à l'horizon 2070-2080. C'est pas la fusion qui pourra nous permettre, elle sera même pas techniquement au point. Donc il faut vraiment, quand on parle du nucléaire, on peut parler du nucléaire fusion, d'accord. Pareil, la filière thorium, elle n'est pas au point. Donc, si elle était au point, on l'a... Enfin, je passe la parole à Bernard, mais ça va être très polémique. Mais en tout cas, si elle était au point, je pense qu'elle serait appliquée. Là, je fais référence... un petit mot sur les déchets, parce qu'en fait, souvent, j'avais écrit un scénario de long métrage dans les années 90, et en fait sur les déchets, il faut faire la différence entre les déchets à longue vie, ce qu'on appelle les actinides, donc là où effectivement on a des déchets qu'on va traîner pour quelques millions d'années, des déchets à courte vie, c'est-à-dire que le fer des centrales, en fait, effectivement en 30 ans, il perd l'essentiel de sa radioactivité. Donc effectivement on peut le stocker dans une piscine. Il est devenu radioactif du fait que c'était le matériau qui faisait fonctionner la centrale, mais en fait il perd de radioactivité assez vite. Et le déchet ultime, donc les actinides, il existe, mais les quantités sont bien moindres. Alors effectivement là, en plus on a des réactions de rejet, puisqu'effectivement, l'enfouissement, par exemple, n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, sauf que personne n'en veut de chez lui, parce qu'on crée des situations de blocage. Alors, pour revenir sur le thorium, en fait, ils expliquaient que le choix du thorium, le choix des centrales à uranium-235, elle vient du fait que les militaires avaient besoin de matériaux pour leurs bombes. Et comme ces centrales produisaient du plutonium, qui sert à faire les bombes, il y a eu un choix technologique et financier énorme qui a été fait dans ce sens-là. Et qu'en fait, il y a un Américain qui a fait fonctionner une pile au thorium, donc qui est resté expérimental, mais a renvoyé de vieux papis qui venaient témoigner, qui disaient que c'était même ennuyeux, parce que c'est une technologie donc, à base de sel fondu. Donc c'est vrai que s'il y a une fuite, par exemple, ça le montrait, c'est que les sels fondus, en fait, on les verse,
il se solidifie tout de suite dès que ça refroidit. Donc une fuite dans une centrale qui fonctionnerait au thorium serait très vite contrôlée, quoi. Naturellement, puisque en fait ça se fige et ça prend en masse. Et pareil, sur une élévation de température, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les distances entre atomes grandissent. Et comme c'est des atomes qui ne sont pas fissiles, c'est-à-dire qu'ils ne se brisent pas spontanément, ils n'enclenchent pas une réaction en chaîne. Donc si si on chauffe en fait démesurément, comme ce qui s'est produit à Three Mile Island, à Tchernobyl et à Fukushima, en fait le matériau se dilate. Et la dilatation éloigne en fait les atomes les uns des autres. Et donc la réaction en fait diminue naturellement. C'est-à-dire qu'en fait il y a une autorégulation par cette technique de sel fondu. Donc il y a de grands espoirs. Alors par contre effectivement il parlait beaucoup des problèmes financiers, c'est que les financiers, il faudrait qu'ils repartent de zéro. Donc les financiers n'aiment pas du tout partir de zéro. Oui, et puis il y a cette course entre le réchauffement, l'urgence de trouver quelque chose, il y a sous 30 ans, et puis là une technologie qui de toute manière a besoin de 30 ou 40 ans pour être mise au point. Bon, on n'est pas tellement revenu, mais c'est bien parce qu'on a plutôt parlé de choses concrètes sur cet aspect très symbolique du nucléaire. C'est le diable, voilà, tout simplement. Et peut-être qu'on a besoin dans une société d'avoir un diable pour avancer. Moi j'aimerais bien qu'on vienne là-dessus et puis qu'après on fasse un peu notre travail d'auteur, se projeter dans le futur et se dire oui, comment on le voit. Alors justement, c'est vrai que par rapport à ça, donc dans cette anthologie, il y a plusieurs nouvelles qui se posent la question d'un éventuel effondrement de la civilisation et d'une perte de mémoire. Et quand on regarde les conséquences possibles du réchauffement climatique, je dirais que ça n'est pas forcément quelque chose de stupide ou d'aberrant. Et comment, si la mémoire se perd, si la mémoire, la technologie, le niveau technologique ou voire le lieu des sites d'enfouissement se perd, sur des déchets qui vont être là pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années, et on peut même dire tout des millions d'années, parce que souvent on parle de demi-vie, on va dire que le plutonium va avoir une demi-vie de 240 millions d'années, mais une demi-vie, ça veut dire qu'il n'y a que la moitié du matériau qui a disparu. Et pour que ça soit vraiment fini, il faut compter, enfin, que ça cesse d'être dangereux, il faut compter 10 demi-vies. C'est-à-dire que 2 millions d'années, on dépasse l'âge des hominidés, puisqu'on considère que les hominidés sont arrivés il y a des millions d'années. Mais si on dit le moment où le plutonium sera moins dangereux, c'est dans 2 milliards et demi d'années, c'est-à-dire la moitié de la vie de la Terre. La planète Terre. Donc on est sur des échelles de temps géologiques qui sont considérables. Et les Homo sapiens n'est apparu que dans 200 000 ans. Donc si on dit dans 200 000 ans que sera la civilisation, on ne sait pas du tout. Il y aura peut-être qu'elle sera peut-être complètement différente, elle sera peut-être régressée beaucoup, notamment à cause de réchauffement climatique ou d'effondrement économique, de guerre, etc. Mais les déchets, ils seront là, ils seront encore là pour des millions d'années. Donc nos descendants. Je pense qu'en 200 millions d'années, on aurait eu le temps d'avoir plusieurs cycles de glaciation, de réchauffement, etc. Et peut-être même d'autres espèces. Mais bon, dans cet aspect, et comment finalement on voit les choses, et comment aujourd'hui les voir, est-ce qu'il faut continuer à avoir une vision qui, à mon avis, est presque mystique de la chose, ou est-ce qu'il faut chercher des solutions? Parce qu'il y a également une position consistant à dire toute solution, de toute manière, aura ses effets pervers. C'est un peu ce qu'on répond pour l'enregistrement. Donc, comment envisager le nucléaire aujourd'hui? Faut-il sortir du nucléaire? Et si oui, comment? En tenant compte du contexte de la COP21, de tout ce qui se passe aujourd'hui, et de la bombe démographique.
Bon, après, encore une fois, je pense que je ne vais pas révolutionner notre système aujourd'hui. Juste pour revenir un peu sur ce que tu disais sur l'aspect diable du nucléaire, ce qui est aussi un peu... moi qui m'a posé question quand j'ai écrit le bouquin, je trouve qu'il y a une certaine fascination pour ce diable-là, pour ces catastrophes. C'est-à-dire on voit ça à travers le tourisme en fait, nucléaire qui existe. C'est quelque chose d'assez surprenant de s'imaginer qu'il y a des personnes qui aillent se rendre là-bas dans la ville de Pripyat, qui est donc la ville à côté de la centrale, qui est une ville fantôme. Et c'est un vrai business d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va faire avec un tour opérateur un voyage dans cette ville fantôme. Donc je trouve que c'est un peu cette fascination pour le démon, pour le diable qui peut s'incarner dans cette forme de tourisme-là. Et c'est évidemment quelque chose qui coûte assez cher, hein. Je ne me souviens plus des prix, je pense que ça doit être de l'ordre de $2000 pour passer quelques heures dans la ville. Et aussi, je crois en tant qu'auteur, quand on travaille sur ce sujet, encore une fois pour revenir au concept de mirage dont je parlais au début, c'est de tenir cette espèce d'équilibre. Moi, j'ai pas voulu, en fait, dans le bouquin, prendre une position ferme. En fait, je reviens sur l'histoire et justement, je trouve qu'en tant qu'individu, de pas non plus aller de pas céder à cette fascination pour cette ville morte, pour ce caractère très fantôme de cette cité et de tout cet univers habité par les loups, par les animaux sauvages, par ces chevaux, ces petits chevaux préhistoriques, ces petits chevaux sauvages. Donc voilà, d'essayer de garder cette ligne à la fois entre cet aspect presque fascinant et absolument bouleversant de cette cité morte. Voilà, donc entre cet aspect diable et... donc assumer finalement, assumer cela et se soigner en quelque sorte. Pour cela. Il y a aussi en fait, oui, il y a fascination, en plus en science-fiction, il y a carrément un genre qui exprime cette fascination, c'est le post-apocalyptique, et il faut déjà d'écrire un roman autour de ça. Ce qu'on pourrait dire en fait, parce qu'effectivement Tchernobyl, il y a eu plusieurs hypothèses sur la survie des animaux, c'est-à-dire que ceux qui restaient sur le territoire en fait étaient malades mais développaient une croissance très forte de leur défense immunitaire, ce qui pourrait être un schéma explicatif de la survie. Alors que les oiseaux qui migrent, par exemple, et que le danger, en fait, c'était de quitter, d'entrer dans la zone. Une fois qu'on a des animaux comme des rats qui ont une faible aire de dispersion, finalement, ils arrivaient à inventer un mécanisme de survie. Donc, exactement, autour de mon roman, j'ai bâti sur l'idée de l'indécidabilité. En fait, on ne sait pas vraiment comment la vie est capable de s'adapter à une catastrophe majeure qui répandrait partout des éléments à longue vie. Effectivement, l'UM, ça dure 80 jours. Donc, 80 jours, elle est tranquille, 16e, ça dure un peu plus longtemps. Et à l'échelle humaine, effectivement, 200 000 ans, c'est l'infini. Et c'est vrai que dans mon roman, pour en parler, effectivement, l'idée, c'est qu'en fait, on voit apparaître différents mécanismes d'adaptation, dont dans certains cas, l'homme ne survit pas, de toute façon. Peut-être trop intelligent pour pouvoir s'adapter. Non, mais la question, effectivement, il y a la question qu'est-ce qui se passe après un accident, dans le titre de ce qu'on a dit. La question aujourd'hui, telle que je la vois, ce qui me concerne, c'est, je dirais simplement que si aujourd'hui on pouvait me dire, eh bien, on est capable d'assurer la réponse aux besoins énergétiques avec
avec des énergies complètement renouvelables, je serais très content. Seulement, la question aujourd'hui, c'est comment faire avec la menace de réchauffement climatique, avec les inconvénients quand même liés à l'exploitation de la houille en particulier. Est-ce qu'on a les moyens d'arrêter le nucléaire, d'en sortir complètement, ou est-ce qu'il faut planifier ça en tenant compte également des recherches sur les autres moyens d'énergie, éventuellement sur sur une meilleure utilisation des... Bien sûr qu'il faut travailler là-dessus, mais en même temps, nous devons avoir cette connaissance, cette fatalité que la nature humaine est la nature humaine et qu'il ne suffit pas de changer les choses. Dans un autre domaine, je me souviens, mon père me disait, mais pourquoi on fait des ronds-points, les gens n'ont qu'à arrêter pour respecter les priorités. Ben, je dis, oui, mais il y a eu des morts là, si on fait un rond-point, c'est parce que les gens ne le respectent pas. Et on se trouve là-dedans. Quelqu'un souhaite poser une question? Si je veux poser une question. Oui. Il y a un micro. Alors, oui, il posait une excellente question sur le fait qu'on est pris dans un paradoxe entre le nucléaire et le réchauffement climatique, mais avant que vous répondiez tous, il y a peut-être une deuxième question qui va venir redoubler votre question, c'est qui doit décider? Est-ce que ce sont les experts qui doivent décider ou est-ce que c'est le peuple qui doit décider? Parce que le nucléaire est une chance pour les pays, parce que c'est justement un terrain où on teste justement le débat socio-technique. On le voit depuis les années 60, il y a le problème de l'enfouissement, le peuple est régulièrement consulté, interrogé. Enfin là je parle pour la France, le Japon, les pays où on consulte le peuple, hein, est-ce que justement ça fait débat dans ces pays? Est-ce qu'on confie la question à des experts cachés dans leur coin parce qu'ils savent, ils connaissent les tenants et les aboutissants, ou est-ce qu'on consulte le peuple pour le placer devant ses responsabilités et lui expliquer ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on est piégé entre plusieurs extrêmes? Et ça vaut pas d'abord la peine de s'interroger sur ce qu'est le peuple, ce qu'est la manière d'interroger le peuple, et puis sur le rôle des experts. Donc, quelqu'un d'autre va intervenir, et puis après, on va répondre. C'était juste pour ajouter en corollaire à ce qui vient d'être dit, que en Italie, quand j'étais enfant, on a fait un référendum à la fin des années 70 pour décider si on passait au nucléaire ou pas. Les gens ont voté, ils ont dit non. Dans le cas précis de l'Italie, je pense que c'est une bonne idée, vu comment ça tremble tout le temps en permanence. Voilà. Après, on est entouré de centrales quand même. Il y en a en France, il y en a en Suisse, en tout cas il y en a pas. Mais effectivement, la question de savoir qui est décisionnaire peut quand même... je suis pas dans la paranoïa de l'industriel malade, des gouvernements vendus, des trucs là, mais effectivement, c'est une question à poser. Qui décide? On va rester dans le débat, parce que sinon, je disais comment l'Autriche a-t-elle accepté en 1937 d'intégrer le Reich, mais bon, oui, allons-y. Mais justement, ça dépend aussi qui pose la question et comment. Et comment est informée la population. C'est vrai que si on dit vous inquiétez pas, le nucléaire n'est pas dangereux, est-ce que vous êtes prêts à voter pour le nucléaire, les gens vont dire oui. Si on leur dit maintenant regardez tous les problèmes de déchets, de coûts, parce que par exemple on dit le nucléaire est une énergie pas chère. Pourquoi elle est pas chère? Parce que ça a été sous-doté. Par exemple, l'EDF a provisionné 10 ou 15% du coût des centrales pour les démantèlements. On sait qu'aujourd'hui, ça coûtera au moins le coût de la centrale, voire 2 fois plus. Et peut-être même qu'on n'arrivera pas à les démanteler. Donc ça veut dire que le nucléaire va coûter plus cher à l'avenir, et là on le voit avec les nouvelles mesures de sécurité. Qui va payer ça? Ce sont les générations futures. Donc si on les informe de ça, on a tout le problème de la gestion des déchets, et puis du risque. On n'en a pas forcément parlé, mais la centrale de Blayais en 1999, elle a failli sauter. Et Bordeaux a été à 2 doigts d'être évacué. Le préfet a failli... Et pourquoi ils n'ont pas évacué Bordeaux? C'était pas parce qu'il n'y avait pas de risque, c'est qu'il y avait... la centrale du Blayais a failli être inondée. Il y avait 3 pompes qui étaient là pour empêcher l'eau d'inonder la centrale.
La première pompe a lâché, la deuxième pompe a lâché, la troisième a tenu. Si la troisième avait lâché, Bordeaux devenait une zone de plusieurs dizaines et peut-être même centaines de kilomètres autour de Bordeaux devenait inhabitable. On regarde Fukushima. Fukushima, ils ont eu la chance, si on veut, dans leur malheur, c'est que les vents, ils soufflaient vers le Pacifique. En cette saison, au mois de mars, d'habitude, les vents, ils soufflent vers Tokyo. Si les vents avaient soufflé comme d'habitude vers Tokyo, c'est Tokyo qui aurait dû être évacué, 26 millions d'habitants. Bon, quand on voit ça, les risques, on a dit, il y en a qui ont rigolé en disant Fessenheim, il n'y aura pas de tsunami comme à Fukushima. Fessenheim se trouve en dessous du canal du Rhin. S'il y a un tremblement de terre comme il y en a eu dans la région historiquement je ne sais plus, je crois que c'était au 15e ou 16e siècle, il n'est pas impossible, 16e, il n'est pas impossible que l'eau du canal du Rhin se déverse dans une vague et vienne balayer la centrale de Fessenheim. Donc, on court un risque énorme, et pour moi, le chiffre, c'est 2% de l'énergie mondiale. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire des économies de 2% de l'énergie mondiale ? Je suis pas sûr. Alors, je suis pas sûr, parce qu'il n'y a pas forcément la volonté politique, mais face aux risques qu'on voit à Tchernobyl, qu'on voit... Et alors là aussi, par rapport à l'homme et aux rongeurs, ou aux oiseaux, tous les animaux ne réagissent pas de la même manière. Et notamment, un des gros problèmes, c'est la durée de vie. C'est-à-dire que c'est encore incertain, mais il y a certaines hypothèses qui disent que les animaux qui ont une durée de vie assez faible n'ont pas le temps d'avoir des cancers. Donc, ça peut leur permettre, notamment les rongeurs, de se reproduire assez vite et d'éviter d'avoir leur ADN détruit, ce qui n'est pas le cas des humains. Donc, si on veut, parce qu'on est sûr que, non, les scorpions ou les blattes, pas de souci, eux, ils seront contents, parce qu'ils savent que le nucléaire, une des nouvelles dans ce recueil, part du principe que ce sont les scorpions qui sont en train de nous manipuler pour se débarrasser de nous. pour revenir à du littéraire aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir à se faire entraîner par le débat, mais c'est aussi intéressant de voir, et d'ailleurs si j'ai lancé moi cette anthologie, c'était que je voulais essayer de toucher un autre public et faire parler des auteurs de science-fiction, comment ils pouvaient s'approprier le sujet par-delà des discours militants ou des discours scientifiques. Bernard, tu veux réagir ? Ouais, pas sur la catastrophe, mais je reviens sur deux documentaires que j'ai vus qui étaient très intéressants. C'est qu'effectivement, et puis cette idée. Ça t'a marqué ça, hein ? Ouais, dans la réalité, je cherchais de la documentation depuis une semaine, j'en ai trouvé un petit peu, il arrive quoi. Donc, et quand, à parallèle, il y a une autre idée, c'est l'idée de la société civile. Il y a eu un autre documentaire sur la repentance de la France, en fait. Et tant que la repentance de la France était écartelée, en fait, entre une exigence de repentance vis-à-vis de ce qui s'était passé pendant la guerre et un État arc-bouté sur des positions historiques figées, le débat n'a pas évolué. Et le débat en France a évolué d'une troisième voie que personne n'avait prévue, c'est la société civile. C'est-à-dire que, quelque part, ce sont des associations, ce sont des personnes qui se sont armés et qui ont fait le combat de leur vie pour qu'il y ait le procès tout vite, et qui petit à petit ont fait évoluer cette question de reconnaître ce qui s'était passé en fait en réalité. Et pour le nucléaire, on pourrait avoir, bon, je pensais au thorium bien sûr, cette troisième voie, c'est-à-dire que les experts en fait, ils risquent d'être tranchés comment ça s'appelle, par un clivage. Et une opposition stérile qui aboutit à rien. La finance, alors là, s'il y a un endroit où on n'a pas envie de bouger, ça ne bouge jamais. Et effectivement, les scientifiques qui cherchent à développer d'autres voies vont être obligés de passer par une troisième voie qui serait la société civile, des organismes ou des personnes. Je crois qu'on n'est pas en mesure, c'est pas notre rôle ici, de dire il faut faire comme ça ou comme ça. On doit tenir compte des choses, et en particulier du fait qu'il y a des gens nombreux qui, en pleine connaissance de cause, pas seulement pour le nucléaire, se disent, des générations de futures, y compris celle de mes enfants, j'en ai rien à foutre. Et voilà, je vais
mettre des saloperies dans les aliments parce que ça va me faire gagner plus d'argent tout de suite. Donc, a fortiori, si ça se passe dans 2200 millions d'années que nos descendants sont des scorpions qui en plus n'ont rien à faire, moi j'en ai rien à faire. Donc, il y a cela. Et ces personnes ne sont pas forcément ceux qui gouvernent, ni les experts bien sûr. Mais par contre, ce sont ceux qui ont le levier financier et également le levier criminel qui existe derrière. On n'est pas en mesure de dire aujourd'hui on va changer tout ça. On n'est pas en mesure de dire on va changer tout ça. Ce que j'essaie de voir, c'est comment on peut essayer de minimiser le risque global. Non pas en se disant tiens on va prendre le nucléaire et puis quand on aura réglé on va s'occuper du réchauffement. Est-ce que c'est possible de dire ça? Je ne le pense pas. Voilà. Il y a eu des études, mais il y a du scénario, il y a notamment le Négawatt, qui sont des ingénieurs qui ont travaillé avec... Négawatt c'est particulier, puisque ce sont des ingénieurs qui ont travaillé à la fois à l'arrêt du nucléaire et à la réduction des gaz à effet de serre. Et ils sont arrivés à montrer qu'on pouvait tout à fait, sans recul technologique, envisager de se passer du nucléaire en France, pourtant qu'il y a un pays où le nucléaire est important, à l'horizon 2050 en se passant des énergies fossiles. Alors, peut-être deux petites parenthèses par rapport à ça. On met souvent en avant les 75% d'électricité nucléaire français, mais en fait, en France, le nucléaire ne représente pas 75% de l'énergie, mais seulement 17% de l'énergie française. Donc, c'est beaucoup. On est le pays le plus nucléarisé en proportion, mais c'est pas la même chose que de se passer de 75%. Et l'autre petite parenthèse que je veux dire par rapport notamment au thorium, c'est qu'il y a eu, ou à la fusion, c'est qu'il y a eu une autre technologie dont on ne parle plus beaucoup, qui était la technologie de la surgénération de superphénix. Et pour montrer aussi que les surgénérateurs ont coûté des milliards, et que tout le monde a fini par les abandonner. Les Américains les premiers, les Français se sont accrochés à cette technologie qui a coûté très cher aux contribuables pour aboutir à la conclusion que non, c'était pas une technologie viable. Donc là aussi, j'ai la crainte que ce soit pour la fusion ou pour le thorium, on finisse par arriver dans 20, 30, 50 ou 100 ans à dire on a essayé, c'était scientifiquement très intéressant, mais on n'a rien trouvé. Alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de mettre le paquet sur l'éolien, sur le solaire, sur la sur les énergies thermiques, sur le recyclage des déchets, etc., plutôt que faire des paris en se disant, et là je te rejoins quand tu disais on n'en a rien à foutre que si nos ancêtres nos descendants sont des scorpions dans 2 millions d'années, j'ai pas forcément envie de savoir si dans 200 ans la fusion, si c'est très bien, mais ce qu'il faut savoir c'est pour nous et au moins nos enfants, dans 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme énergie? Là, pour l'instant, le nucléaire n'est pas une solution. Parce que de toute façon, quantitativement, il n'y a pas assez d'uranium, et les technologies comme le thorium et la fusion ne sont pas au point. Donc, mettons le paquet sur les énergies renouvelables. Moi, ça serait ma position. Mais en même temps, les choses ne sont pas, ils ne peuvent pas se faire instantanément. D'accord? On va se développer, les parcs d'éoliennes, etc. Il faut le temps de les mettre en place. On en voit d'ailleurs les premières qui tombaient en panne, etc. Les rendements ne sont pas toujours ceux qu'on attend. La question que je me pose, une question qui me semble tout à fait objective, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est, en termes de sécurité à long terme, le plus rentable? De se dire, je reprends tes chiffres, on a pour 50 ans, je crois, d'uranium, ou pour 100 ans. Ouais. Quand on dit 50, c'est 100 en général. Non, c'est 70 à 100 ans Bon, eh bien, qu'est-ce qui est plus rentable de se dire, bon, on va s'en servir pour mettre à profit ce temps pour développer des énergies alternatives, ou bien de se dire non, la priorité c'est d'arrêter parce que avec le stockage, etc., c'est trop dangereux, mais on prend le risque également d'être obligé de maintenir l'énergie alternative qui est déjà là, c'est-à-dire celle qui produit des gaz à effet de serre. C'est ça la question que je me pose. Oui, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais
je pense sincèrement que poursuivre dans le nucléaire, c'est se donner l'illusion qu'on a une énergie abondante et bon marché, et donc le nucléaire nous empêche. Au contraire, dans un paradoxe, si on décidait vraiment, et on l'a vu, on le voit en Allemagne et on l'a vu au Japon, même si les Japonais sont en train d'y revenir, les Japonais qui avaient quand même une grande partie de leur énergie basée sur le nucléaire, c'était quand même la deuxième ou la troisième puissance nucléaire après donc la France, je ne sais pas si c'est avant ou après les États-Unis, et du jour au lendemain, ils ont fermé toutes leurs centrales et ils ont réussi à survivre. Mais comment ils ont fait? Ils ont fait par des économies d'énergie. Or, aujourd'hui, donc c'était faisable. Aujourd'hui, le Premier ministre Shinzo Abe est en train de promouvoir, de relancer les centrales, mais c'était faisable. Et le Japon est parvenu à la bougie en fermant toutes ses centrales. Donc, ça veut dire que c'est faisable et c'est peut-être le meilleur moyen de promouvoir les énergies renouvelables sur le modèle allemand ou sur le modèle japonais, de se dire, bon, voilà, on se rend compte, de toute façon, c'est pas viable à long terme. Il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables et les centrales qu'on a, on les fait fonctionner. Et les centrales qu'on a, effectivement, on a pour 70 ou un siècle d'uranium, donc on continue, mais on n'en fait pas de nouvelles. Là, je suis d'accord. Voilà. Bon, et comme ça nous permet d'avoir les termes du choix proposé au peuple. En disant voilà, il y a peut-être d'autres, il y en a même d'autres, mais voilà, vers quoi on va aller, sachant que un problème est jamais isolé et qu'il y a l'ensemble à régler. Je pense au réchauffement climatique. Est-ce que, parce qu'on arrive au terme de notre Bernard, tu veux ajouter quelque chose? Ah ouais. Effectivement, c'est toujours gênant quand on parle de la catastrophe, on revient toujours à la même technologie dont on sait qu'elle est en fin de vie, effectivement, donc il ne faut pas la développer. Après le reste, il y a des tas de possibilités, il y a des tas de choses qui n'ont jamais été étudiées, qui mériteraient au moins qu'un bon financier mette toutes ses billes un peu partout, quoi. Donc je trouve ça très bien l'éolien et le solaire. J'ai suivi le tour du monde en avion solaire, une magnifique démonstration pour dire l'avenir que peut avoir le solaire pour le monde entier. Mais ne pas jeter la bombe avec le radioactif. Avec l'eau des piscines radioactives. Je répète, avec l'eau de la piscine radioactive. Voilà. Très bien, mais je vous remercie. À moins qu'il y ait d'autres questions ou interventions. Bon, eh bien, merci pour votre attention. Merci à mes camarades à cette table. Non, mais ça fait un peu politburo, ce genre de table. Alors, il y a tous les camarades. Mais il y avait une diversité de paroles qui montre qu'on n'avait pas... Absolument, absolument. Merci et bonsoir.